10 pile. Donc on va pouvoir commencer. Bonjour à tous. Merci d'être venus. Et donc je vais vous parler avec Géraldine Gouillet du Carnot I2C un peu d'avenir, d'innovation, de partenariat. Donc ça fait une belle transition avec la présentation qu'il y a eu juste précédemment. Et je vais vous parler notamment du réseau des Carnots. Alors, n'ayez pas de sueur froide, on ne va pas parler de thermochimie, thermodynamique, etc. Pas de mauvais souvenirs. Les réseaux des Carnots, en fait, c'est des réseaux, un label qui est décerné à des laboratoires ou des centres techniques, des centres de recherche, pour non seulement leur excellence scientifique, mais surtout, et c'est là que c'est intéressant, pour le haut niveau de recherche partenariale et de transfert pour les entreprises. Et ça labellise, ça certifie une forme de professionnalisme des relations entre les laboratoires et les entreprises. Donc c'est un dispositif qui est quand même soumis à sélection, puisque c'est le ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation qui pilote ce dispositif. Et tous les ans, on doit faire un reporting et expliquer comment on travaille. Je me suis trompée de bouton. Voilà. Donc, comme je disais, c'est un dispositif qui est engageant puisque c'est pendant 4 ans, chaque Carnot, chaque réseau va s'engager à faire une croissance de partenariat, donc c'est-à-dire à faire connaître les compétences et les expertises des laboratoires de recherche vis-à-vis des entreprises pour faire des contrats, et des contrats qui sont vraiment collaboratifs. Donc, c'est-à-dire que c'est des contrats qui vont répondre aux besoins des entreprises grâce aux compétences et à l'expertise des chercheurs. Donc, c'est vraiment l'idée de venir aider, compléter les services de R&D et éventuellement pour les entreprises qui n'auraient pas de services de R&D, de venir les aider quand même à faire de la recherche, du développement et de l'innovation. Donc comme vous pouvez le voir, on a quand même des résultats qui sont engageants puisque sur une période de 2006 à 2019, on a multiplié par 2 le nombre de partenariats avec les entreprises, et notamment avec les PME, ça a été multiplié par 7. Et donc, le dispositif Carnot s'adresse bien sûr à toutes les entreprises, ça va de la start-up en passant par l'ETI jusqu'aux grands groupes. L'idée, c'est vraiment de faire bénéficier aux entreprises de l'expertise des laboratoires de recherche. Et donc aujourd'hui, au niveau français, il y a 39 Carnots qui vont travailler sur des compétences extrêmement diverses et des domaines divers aussi. Donc l'idée, voilà, c'est vraiment d'aller sur une offre de recherche, de la théorie à l'application. Donc on va pouvoir aller du TRL1, donc si vous n'êtes pas familier avec cette notion, l'échelle TRL, c'est une échelle de maturation technologique. Donc 1, c'est le papier. Est-ce que c'est déjà sur le papier, ça marche ou pas ? Après, on va monter, donc les TRL jusqu'à 2, 4, c'est à peu près ce qui va se passer dans un stade laboratoire. C'est-à-dire qu'on va déjà, quand on arrive à un TRL 4, ça veut dire qu'on a quelque chose qui marche de façon répétable au niveau labo, donc à peu près dans toutes les conditions. Et quand on va arriver dans les TRL 5, 6, c'est ce qu'on va faire du scale-up. Donc là, on va faire appel à tout ce qui est un petit peu pilote. C'est aussi des savoir-faire qui sont présents dans les Carnots, notamment au niveau des centres techniques. Parce que le scale-up, ça ne s'improvise pas, ça demande des compétences particulières. Et quand on est dans un Carnot, l'avantage, c'est comme je dis, c'est le réseau. Donc si jamais il y avait des soucis au moment du scale-up, on peut toujours revenir au niveau du labo à travers des collaborations pour pouvoir résoudre le verrou qu'on a rencontré et pouvoir faire en sorte d'arriver, après le scale-up, bien sûr, à la production. Donc c'est des TRL 7, 8. Donc là, c'est quand on arrive sur une chaîne de production et quand on a quelque chose qui est à maturité technologique, on est au TRL 9. Donc là, bien sûr, on n'est plus dans les Carnots, parce que c'est plus notre objectif. Donc un Carnot, ça va aller jusque du TRL 1 à 6. Et après, bien sûr, il peut y avoir aussi des conseils des expertises, c'est-à-dire qu'on peut très bien envisager qu'il y ait des équipes de production qui viennent passer un peu de temps avec les chercheurs pour qu'ils leur expliquent comment est-ce qu'ils ont fait les choses, comment ça marche, et vice-versa, des chercheurs qui peuvent aller dans l'entreprise pour voir comment ça va se passer et pour aider à cette phase de production sur les TRL plus élevés. Donc, le réseau Carnot, comme je disais, c'est de l'excellence scientifique. Donc, vous voyez, c'est quand même des publications de rang A. Donc, c'est
les plus grandes revues scientifiques, hein. C'est aussi des spin-offs. Donc les spin-offs, c'est des chercheurs qui ont développé leur technologie et qui vont vers la création de start-up. Donc ça peut être porté soit par les chercheurs, soit par des entrepreneurs. C'est aussi la mise en avant de laboratoires communs. Donc un laboratoire commun donc avec une entreprise, c'est vraiment une partie recherche publique et une partie entreprise qui se mettent ensemble et qui font vraiment des programmes de recherche sur le long cours et relativement innovants. Et quand je disais que les Carnot, c'est vraiment un label de qualité parce qu'on sait ce que c'est que travailler avec des entreprises, c'est aussi une politique de pays. C'est-à-dire que si on prend l'ensemble des laboratoires qui sont labellisés Carnot, ça fait que Carnot serait le deuxième déposant français en termes de brevets. Donc c'est-à-dire que c'est des chercheurs aussi qui savent ce que c'est que la propriété intellectuelle, qui savent ce que c'est que garder un secret, qui savent que c'est pas quand on travaille avec une entreprise, on ne va pas publier les résultats forcément rapidement. C'est peut-être quelque chose qu'on va garder secret, c'est peut-être quelque chose qu'on va valoriser au niveau de la propriété intellectuelle. Et c'est quelque chose qui sont dans leur quotidien et qu'ils ont l'habitude de gérer. Donc pour les entreprises, c'est aussi un gage de qualité. Donc le dispositif Carnot a eu 15 ans cette année. Donc c'est une évolution culturelle au sein des labos parce que bien sûr, au départ, c'est un peu difficile de convaincre un chercheur académique des fois de travailler avec l'entreprise. Mais au bout de 15 ans, tout le monde y trouve son compte. C'est-à-dire que le chercheur s'aperçoit qu'en travaillant avec des entreprises, on peut faire de la recherche de qualité. Et les entreprises se rendent compte que dans les laboratoires, il n'y a pas que des géotrouve-tout, il y a des gens qui savent faire de l'appliqué et répondre à des vrais enjeux et des vraies problématiques industrielles. Tous les Carnot sont engagés dans une réelle professionnalisation de la recherche partenariale. Beaucoup sont labellisés ISO 9001 sur la contractualisation, on parlait de normes juste avant. C'est un réseau qui est structuré, organisé et opérationnel. Et voilà, l'idée, c'est vraiment d'offrir une offre en adéquation avec les besoins des entreprises dans chaque Carnot par marché et filière industrielle. Et voilà, comme je disais, on a une croissance. C'est aussi intégré dans le dispositif Carnot. Vous avez bien sûr les tests CIFRE, même si ce n'est pas le seul modèle de contrat qu'on peut faire au sein d'un Carnot. Et voilà, il y a plus de 1000 entreprises qui ont été créées par les Carnot. Voilà. Pour le sujet qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, donc les plastiques et les emballages, il y a 14 Carnot qui travaillent plus particulièrement sur ces sujets-là. Donc un Carnot, c'est un réseau de laboratoires et de centres techniques. Donc ça représente quand même une force vive assez importante en termes de personnes. Les compétences du Carnot, elles vont se retrouver tout au long du cycle de vie d'un plastique, d'un emballage. Donc ça va de l'éco-conception, en passant bien sûr par le procédé, ses usages, et enfin la fin de vie, qui est aussi aujourd'hui un enjeu important, à savoir le triage, puis le recyclage. Donc là-dessus, moi je vais faire 3 focus et après Géraldine parlera un peu plus largement des défis. Donc moi je vais vous parler un petit peu de l'offre, de ce que sont capables de faire les Carnot au niveau de l'éco-conception, notamment au niveau de l'analyse et des traitements. Ensuite on va parler plastique biosourcé. Et enfin on va parler d'innovation dans le recyclage et optimisation à travers l'optimisation de procédés industriels. Donc on va partir sur les analyses et les traitements. Alors l'analyse, c'est un petit peu... voilà, des fois, il faut savoir ce qui se passe, ce qui se fait. Donc il faut analyser. Notamment quand on va avoir des contaminants qui sont réglés au niveau réglementaire, hein, puisqu'on sait qu'on a le droit à une certaine proportion. Ça peut être au niveau de traces. Et voilà, il va falloir mettre en place des méthodes d'analyse très spécifiques. Ça peut être aussi suite à une évolution de la réglementation où on avait une certaine limite et on arrivait très bien d'analyser, mais la nouvelle règle fait baisser cette norme. Il va falloir être capable d'aller trouver éventuellement ces éléments à l'état de trace. Puis il faut éventuellement aller chercher des nouveaux contaminants, parce qu'encore une fois, le monde évolue. On est dans quelque chose qui change, notamment au niveau réglementation. Donc là, on va avoir des Carnot, des laboratoires qui vont être capables d'aller vous accompagner dans le développement de méthodes, donc à travers la déformulation, la chromatographie gazeuse à 2 dimensions par exemple, ou encore l'utilisation de matériaux à empreinte moléculaire qui vont permettre ces analyses-là. Et ça peut être aussi inventer des nouvelles méthodes d'analyse pour des choses qu'on ne connaît pas encore. Donc là, ça va être un véritable accompagnement pour votre contrôle qualité.
Et on parlait de greenwashing, bah voilà, en analysant, on est aussi capable de dire ce qu'on a et donc de dire si on fait vraiment quelque chose de biosourcé. Une autre analyse qui est importante, c'est tout ce qui est au niveau odeur. Parce que bah, voilà, on sait qu'il y a des choses qui sont plus ou moins intéressantes, qu'on va rechercher ou plutôt pas rechercher. Donc encore une fois, on va commencer déjà par analyser, identifier toutes ces molécules, éventuellement les quantifier, analyser des analyses sensorielles quand c'est nécessaire. Et donc après, bah, la question, c'est de dire comment est-ce que je vais pouvoir éventuellement les masquer s'il n'y a pas de danger pour la santé et qu'au final, c'est juste désagréable. Donc est-ce que je peux les masquer? Est-ce que au moment de la formulation, est-ce que je vais pouvoir les masquer? Est-ce que je vais pouvoir éviter de la formation de ces odeurs? Et enfin, est-ce que si on arrive à un stade ultime, est-ce que je peux éventuellement carrément les éliminer, notamment par l'utilisation de fluides supercritiques de CO2? Donc tout ça, c'est des questions qui sont un peu au cas par cas. C'est pour ça que ça fait un peu catalogue, parce qu'on ne peut pas dire aujourd'hui, il faut pour, de manière générale, éliminer telle odeur, et on va le faire de telle façon. Souvent, c'est associé à un process, souvent c'est associé à un produit, c'est associé à quelque chose de très spécifique. Et l'intérêt de passer par un Carnot et pas de passer, par exemple, par un projet européen, c'est que là, le programme de recherche, il va être fait avec l'industriel sur sa problématique, et on va développer une solution pour lui. Donc après, s'il y a possibilité de breveter, on va pouvoir breveter en copropriété, par exemple. Et en tout cas, ça vous donne un avantage compétitif. On parlait des RSE. C'est, voilà. Donc à travers ce genre de choses, on va pouvoir aller vers ça. Ensuite, pareil, quand on est dans l'analyse, quand on a un packaging, un emballage, bah, on va essayer de savoir comment il va vieillir dans le temps. Est-ce qu'il va rester stable dans le temps? Notamment quand on va arriver sur des produits biosourcés, on va pouvoir se poser la question, c'est combien de temps est-ce que je vais pouvoir garder mon produit avant qu'il se dégrade tout seul? On espère le plus tard possible et surtout pas dans sa salle de bain à faire des mini paillettes, hein, par exemple. Donc là, l'idée, ça va être d'aller regarder, voilà, comment est-ce que ce produit, ce nouveau packaging va résister au vieillissement, notamment à travers en analysant des choses multicritères. Donc les effets de la température, de l'humidité, les cycles thermiques, les UV, l'oxygène. Et ça, encore une fois, ça va vraiment dépendre de à quoi va servir l'emballage, quel va être son usage final. Et voilà, est-ce que c'est quelque chose qui va servir à traverser la mer de Chine ou est-ce que c'est quelque chose qui va aller du supermarché à chez moi? Donc tout ça, c'est des contraintes qui sont différentes. Et on est capable d'aller regarder tout ça au niveau des Carnots. On a par exemple, on a fait un petit focus un peu spécifique là sur tout ce qui est traitement au feu, parce que c'est souvent des problématiques qui d'abord c'est un point réglementaire pour certains usages, et souvent c'est pas hyper sain pour l'environnement. Et aujourd'hui, au niveau des Carnots, on a été capable de développer des retardateurs de flammes biosourcés. Et donc là, on va éviter l'usage de solvants toxiques. On va éviter l'émission de COV et éventuellement l'émission d'odeur, même si j'avoue que quand ça brûle, l'odeur devient un peu secondaire. Mais voilà, on est capable aussi de réfléchir à des choses biosourcées, même sur des problématiques très techniques, comme les problématiques de retardateurs de flamme. Un autre enjeu, notamment pour l'emballage agroalimentaire, c'est tout ce qui est perméabilité, migration et propriété barrière. Et alors là, encore une fois, on va pouvoir aller à plus ou moins fin niveau, parce qu'on va pouvoir aller regarder à un niveau très théorique, très technique, exactement quel est le processus de migration de ces molécules à travers des types de films particuliers. Et puis on peut faire des analyses un petit peu plus courantes. Mais voilà, on va pouvoir aller regarder tout ce qui est gaz, on va pouvoir aller regarder tout ce qui est solvant, et puis aussi tout ce qui est huile et arômes, notamment pour l'emballage alimentaire. On sait que les problématiques de gras dans l'emballage, c'est important. Puis bien sûr, tout ce qui est à l'état liquide et vapeur. Un autre point, et là c'est un petit peu, on est un peu dans le monde de demain, c'est tout ce qui est dépolyméralisation. C'est pas facile à dire. Donc on va pouvoir soit utiliser des procédés de chimie verte, hein, pas forcément la chimie n'est pas forcément sale, ou alors on va pouvoir utiliser des enzymes. Donc on va pouvoir partir sur du biologique. L'idée c'est que on va avoir des polymères qui sont complexes et on va aller les casser pour pouvoir avoir des blocs qui vont pouvoir être utilisés pour faire quelque chose de nouveau. C'est pour ça que là, à ce niveau-là, on va se retrouver au niveau de la fin du cycle de vie de notre emballage.
Maintenant, une fois qu'on a analysé, on a pu traiter des choses, je vais vous faire un petit focus sur tout ce qui est polymère biosourcé. Donc tout d'abord, on va faire un peu de vocabulaire parce que biosourcé, plastique biosourcé, c'est un peu des fois des termes fourre-tout. Et surtout qu'avec le greenwashing, on a mis vraiment beaucoup de choses derrière. Donc moi, et au niveau des Carnot, quand on parle de biosourcé, c'est-à-dire que le produit, dedans, il y a une partie qui est issue de la biomasse. La biomasse, c'est quelque chose de vivant. Et donc, comme vous pouvez le voir à côté, biosourcé, ça ne veut pas dire qu'on est 100% biosourcé. Ça veut dire qu'il y a au moins une partie du produit dans lequel il va y avoir de la biomasse. Et donc, normalement, vous devez avoir, quand il y a une déclaration de produit, on va aller dire quel est le pourcentage de matière première qui est biosourcée dans cet emballage ou sa teneur en carbone biosourcé. Et on doit indiquer, bien sûr, quelle technique d'analyse, de mesure on a utilisée. Ensuite, autre question et souvent autre amalgame qu'on fait souvent, c'est est-ce que si je suis biosourcé, je suis biodégradable ? La réponse, c'est pas toujours. On peut faire un matériau biosourcé qui peut être absolument pas dégradable, comme on peut faire quelque chose qui va être partiellement ou entièrement dégradable. Mais ça, c'est vraiment dans le procédé, dans la conception, puis aussi dans l'usage. Pourquoi est-ce que je fais ce matériau ? Pourquoi est-ce que je fais quelque chose de biosourcé ? Donc effectivement, si c'est quelque chose à usage unique, qu'on veut qu'il ait le moins d'impact et qu'on sait que sa durée de vie va être très faible, on peut avoir quelque chose qui va être 100% dégradable ou biodégradable. Si on veut quelque chose qui soit pérenne dans le temps, on ne veut peut-être pas qu'il soit complètement biodégradable. Enfin, quand on va parler de bioplastique, en fait, il faut que soit il ait une proportion de biosourcé, soit qu'il soit biodégradable, et il peut être les deux. Mais un bioplastique n'est pas forcément et biosourcé et biodégradable. Voilà, donc ça c'est quelques définitions pour que vous les ayez en tête. Voilà. Donc on a parlé de biomasse, et alors on a la chance d'avoir une multitude de biomasses, et on a encore plus de chance en France parce qu'on a quand même une capacité, une diversité disponible en métropole ou en outre-mer de ces biomasses. Donc si on parle un peu de macro-végétaux, déjà, il y a toutes les plantes à fibres, hein. Il y a le lin, il y a le chanvre. On a aussi après tout ce qui est oléagineux, donc comme le tournesol, le colza. On va retrouver aussi le lin oléagineux ici. Ensuite, vous allez retrouver tout ce qui est exudat. Donc c'est quand les plantes exudent, notamment, là, voilà, c'est un exemple sur un arbre. Vous avez aussi toute la biomasse qu'on va appeler algale, hein, donc que ce soit de la microalgue ou de la macroalgue. Ensuite, on a toute la famille des biopolymères. Enfin, on va avoir toute cette grande famille des micro-organismes dans lequel vous allez retrouver les enzymes, les bactéries, les champignons, qui sont capables de faire des trucs absolument fantastiques. Et une dernière biomasse qui peut être riche et très intéressante de valoriser, c'est les résidus organiques. Donc on va les retrouver bien sûr dans les poubelles, mais aussi dans les eaux usées par exemple. Donc tout d'abord, quand on part de la biomasse, il y a une première étape incontournable qui va être éventuellement d'aller chercher les molécules ou la partie d'intérêt. Vous imaginez bien que je ne vais pas arriver avec ma tige de colza et je vais dire je vais en faire quelque chose de fantastique. Non, il y a un petit peu de travail avant. Donc il va falloir éventuellement fractionner, donc c'est-à-dire faire des poudres, casser cette biomasse. Donc on peut faire par exemple ici des fractionnements par voie sèche. On peut aller faire de l'extraction, c'est-à-dire qu'on va aller chercher des biomolécules. Ou alors on peut aller faire de la synthèse, notamment avec donc, soit de la chimie, mais aussi donc, avec notre biomasse microbienne pour obtenir tout ce qui est monomère, oligomère ou polymère. Donc, par exemple, sur le côté, vous avez un exemple de synthèse microbienne pour faire du PHA. Ensuite, une fois qu'on a obtenu ces blocs de base, on va arriver sur une deuxième phase pour arriver vraiment aux matériaux. Donc là, on va avoir éventuellement des étapes de purification post-traitement. Encore une fois, ces étapes-là, elles vont vraiment dépendre de l'usage final, parce qu'on va avoir besoin d'avoir des choses plus ou moins purifiées en fonction de l'usage qu'on veut en faire derrière. Et enfin, ça c'est l'étape obligatoire, c'est la formulation et la mise en œuvre pour qu'on obtienne après l'objet d'usage, le matériau proprement dit.
Ce matériau, on va pouvoir lui donner différentes propriétés. Donc on peut aller lui chercher des propriétés mécaniques particulières, des problématiques isolantes, des propriétés électriques, thermiques, anti-feu, des propriétés barrières. Est-ce qu'il a besoin ou non d'être en contact avec l'alimentation, et éventuellement la libération contrôlée de molécules. Et donc tout ça, ensuite on va partir sur le post-traitement et l'usage. Voilà. Donc comme je disais, on va avoir sur ces biomatériaux, sur ces matériaux biosourcés, on va avoir un panel d'applications assez large, puisqu'on va avoir les emballages, notamment les emballages alimentaires, mais après on va pouvoir trouver des choses sur les peintures et vernis, tout ce qui est cosmétique, l'automobile, le sport et le loisir, les équipements électriques, bien sûr la maison, ça vous en doutiez, bien sûr l'aéronautique, et enfin par exemple les textiles. Et un domaine qui est peut-être un peu moins connu, mais qui est quand même présent, c'est tout ce qui est pharmacie et galénique. Parce qu'on est capable de faire aujourd'hui des enrobages comestibles biosourcés. On est même capable de faire des enrobages micro ou au niveau nano. Donc voilà. Et puis, bien sûr, on va quand même parler de fin de vie, parce que c'est quand même un point important. Une fois qu'on va avoir utilisé notre matériau biosourcé, soit on va pouvoir avoir des choses, comme on le disait au départ, qui vont être biodégradables. Donc on va pouvoir les travailler sur la biodégradabilité, notamment à l'aide de micro-organismes. Et puis après, on peut aller aussi travailler sur tout ce qui est le tri et le recyclage. Et là, on va faire appel notamment à tout ce qui est intelligence artificielle. Enfin, le dernier point, c'est les procédés innovants. Parce qu'une fois qu'on a analysé, on a fait les traitements, est-ce qu'on a choisi de faire des choses en biosourcé, à un moment donné, il faut les fabriquer et il faut bien sûr faire un procédé. Donc là, l'idée, ça va être de regarder, de faire de l'optimisation. Notamment, on peut aller regarder comment est-ce que je vais pouvoir produire ces matériaux biosourcés. Ça peut être comment est-ce que je vais pouvoir aller utiliser des matériaux biodégradables dans ma production. Comment est-ce que je peux intégrer des matières recyclées à cette production, parce que tout ça, ça va engendrer des nouveaux enjeux, des nouveaux challenges. Et donc là, on a pas mal d'équipes qui sont spécialisées en génie des procédés, qui sont là pour justement aller regarder ce qu'il est possible, facile ou non de faire. Et puis bien sûr, c'est aller travailler sur tout ce qui est éco-conception et ACV, parce que quand on fait des nouvelles choses, les ACV, les modèles d'ACV, etc., qui existent, ils ne sont pas complètement toujours adaptés. Donc on a aussi des équipes de recherche qui vont travailler là-dessus, qui vont aussi travailler sur des intégrations, à comment est-ce qu'on fait des logiciels d'éco-conception, comment on va aller le coupler au modèle, au logiciel d'ACV, pour que tout le monde parle ensemble et on puisse faire quelque chose de plus durable et respectueux de l'environnement. Voilà. Donc après, il y a toute cette partie, on disait, d'intensification des procédés. Donc c'est-à-dire comment est-ce que je peux utiliser aussi moins de matière. Ça peut être comment est-ce que je peux réduire mon énergie, comment est-ce que je peux aller réduire les déchets de production, ou comment est-ce que je peux est-ce qu'il y a des choses à faire avec mes déchets, mes coproduits aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des choses à valoriser, est-ce que je peux récupérer des choses dans une idée de recyclage et d'économie circulaire. Puis c'est aussi, est-ce que mon industrie, est-ce que mes procédés sont éventuellement adaptables à des nouveaux procédés? Parce que dans les laboratoires ou les centres techniques, on va pouvoir aussi travailler sur tout ce qui est nouveaux procédés. Donc là, on va pouvoir parler par exemple d'impression 3D. Donc est-ce qu'avec l'impression 3D, on peut faire des choses dans mon domaine? Est-ce que l'extrusion est une technologie, même si ce n'est pas complètement innovant, mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux avec l'extrusion? Est-ce que je peux faire aussi des productions de matériaux nanostructurés? Bien sûr, encore une fois, c'est s'il y a un intérêt. L'idée, c'est pas de faire des matériaux pour faire des matériaux. Mais voilà, on peut intégrer, on peut aller réfléchir, les chercheurs savent le faire, pour aller intensifier des procédés, ou alors, encore une fois, réfléchir à des nouveaux procédés pour répondre à des nouveaux enjeux. C'est aussi aller réfléchir, par exemple, à comment est-ce que je vais pouvoir alléger mon emballage, parce qu'on sait que le poids, c'est un enjeu au niveau de la logistique. Donc, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être intéressantes pour aller les alléger, donc pour réduire les coûts d'essence? Donc là, par exemple, on a un travail qui a été fait au Carnot-Polynat, où on voit qu'il y a sous différentes formes, on va avoir des matériaux qui vont on va pouvoir aller alléger les choses. Enfin, sur les procédés,
si on part sur la dernière phase, eh ben, ça va être aller travailler sur de la mise au point et optimisation des procédés de recyclage. On peut travailler sur du recyclage chimique, enzymatique. Donc ça, c'est comment est-ce que je vais aller solliciter toute la diversité biologique pour aller dégrader des choses. Parce qu'on sait qu'il y a des procédés de dégradation qui existent à peu près pour tout. C'est plus ou moins long. Et ben, comment est-ce que ce procédé naturel, je peux faire en sorte de l'accélérer pour que ça ne mette pas 300 ou 500 ans, mais plutôt quelques années. Donc là, c'est tout l'enjeu d'aller regarder ce qui se passe. Et puis, comme on parlait aussi d'intelligence artificielle, on a parlé aussi un petit peu de robots. Ben voilà, c'est aussi comment est-ce que j'optimise cette phase de tri. Parce qu'on sait tous ce qu'on fait dans nos poubelles, mais qu'est-ce que ça devient après? Il y a quand même encore du tri. Donc comment est-ce que je vais pouvoir optimiser cette phase de tri? Donc moi, je vais avoir fini ma partie sur un petit peu le panel des choses qui peuvent être faites dans les laboratoires de recherche. Encore une fois, ce qu'on fait dans les Carnot, c'est vraiment de la recherche partenariale. Donc ça veut dire que c'est un industriel qui va venir avec une problématique. Et nous, l'idée, c'est de mettre en œuvre toute la matière grise et tout le savoir-faire des laboratoires de recherche pour répondre à cette problématique et faire en sorte qu'il y ait répondre à des besoins et puis qu'après, demain, ça se retrouve dans les supermarchés ou dans les industries. Avec ce QR code, vous pouvez aller retrouver les 70 offres avec des choses un petit peu plus précises sur comment concevoir des plastiques, le recyclage et les nouveaux plastiques. Voilà, donc c'est un PDF. Vous retrouverez les 70 offres et les Carnot qui sont concernés par ces offres et vous pouvez les contacter pour en savoir plus. Et donc maintenant, je vais laisser la parole à Géraldine qui va vous parler un petit peu des défis et de comment, grâce au Carnot, parce que c'est un peu l'objet, on va pouvoir y répondre. Voilà. Merci. Je crois que j'ai mon micro. OK. Donc, on va prendre un petit peu de hauteur. Donc là, vous avez vu tout ce que pourraient vous apporter les Carnot. Et donc, je vais vous parler un petit peu des défis de demain. Et le problème des plastiques, c'est que le cycle de vie des plastiques que vous avez vu implique de très nombreuses industries, que ce soit la chimie, la plasturgie, les centres de tri, le recyclage, etc. Et donc, c'est très complexe. Et comme vous avez vu, il y a 14 Carnot qui sont présents sur le territoire en France pour vous aider dans votre recherche et votre innovation, que ce soit de l'éco-conception, la formulation, améliorer les performances et stabilité, comme vous avez dit Coraline, les capteurs pour les tags au niveau du centre de tri et voire jusqu'à la dépolymérisation, etc. Et donc, malgré tout ça, malgré toutes ces collaborations qu'on fait avec les industriels, il est temps d'aller plus vite, plus loin, plus fort au niveau des plastiques, parce que là, il y a un enjeu mondial. Et donc, je vais vous proposer des nouveaux verrous technologiques que je voudrais vous soumettre pour avoir votre avis. Donc, c'est une réflexion en interne au niveau des Carnot, de ces 14 Carnot, et c'est très intéressant d'avoir l'avis aussi des industriels. Alors, voici quelques verrous. Tout d'abord, en éco-conception, il est, à notre avis, nécessaire de remplacer les multicouches et les multimatières pour pouvoir faire du vrai recyclage. Donc actuellement, les chercheurs travaillent dans cette optique. Je travaille d'un point de vue mécanique, sur la façon dont on forme les plastiques, pour pouvoir avoir les mêmes propriétés, mais finalement en une couche. Puisque dès qu'on a des multicouches, à ce moment-là, ça arrive en enfouissement où on brûle et on forme du CO2 et de la chaleur, ce qui n'est pas quand même l'objectif. Il faudrait développer du 100% de biosourcé, pour de vrai, parce qu'actuellement, on fait des mélanges. Tout ce qui est mélange n'est plus recyclable. Donc là, on se fait plaisir, on communique, mais ça s'arrête là, et ça, c'est bien dommage. Donc là, il faudrait aussi travailler sérieusement, encore plus fort. Nous avons, au niveau de la recherche, développé des additifs biosourcés. C'est connu, on sait faire. Le problème, c'est que maintenant, il faut que ça soit développé au niveau industriel. Il faut s'y mettre. Pourquoi? Parce que c'est très intéressant. Parce qu'au niveau du recyclage, si vous avez des additifs qui traînent et des contaminants, on va avoir des problèmes. Donc, on ne pourra plus recycler. Donc, c'est important de travailler ensemble et de rendre possible, d'un point de vue industriel, l'utilisation de ces nouveaux additifs, divers et variés. Ça peut être des tensioactifs ou autre chose.
Améliorer le tri, ça c'est toujours d'actualité. Je vais vous donner un exemple très concret dans quelques slides qui est impressionnant, que je souhaitais parler aujourd'hui. Donc il faut développer des nouveaux marqueurs, des tags sur les plastiques. Ça c'est un problème parce qu'il faut le faire au niveau mondial. Donc c'est difficile pour une seule entreprise et je vais vous expliquer comment on pourrait travailler. Et puis des détecteurs plus sélectifs encore et surtout moins coûteux. Certes, il y a beaucoup de détecteurs qui se mettent en place, mais ça reste encore trop cher pour pouvoir être utilisé d'un point de vue mondial, on va dire. Des procédés industriels de désodorisation, décontamination, décoloration, etc., toujours dans l'optique d'un recyclage. Il y a toujours des contaminants, hein, c'est le problème. Et donc, le recyclage pour aller vers quoi? Donc, si on est plein de contaminants, il faut les traiter. Donc là, il faut qu'on y travaille. En tant que chercheur, on y travaille, mais on a besoin d'être... que ça suive derrière, en un niveau industriel, bien évidemment. La dépolymérisation, ça c'est vraiment un projet d'avenir, on sait faire maintenant. On sait faire, on sait prendre des polymères, les dépolymériser, reformuler des oligomères ou des monomères et repolymériser pour redonner une nouvelle vie. Et là, c'est une vraie vie. Soit on refait le même polymère, soit un autre polymère avec d'autres propriétés. On est capable de faire plein de choses, mais pour l'instant, on travaille avec les entreprises, bien évidemment, dans ces domaines, mais on n'en est encore qu'au pré-pilote, on va dire. Et là, il est temps de s'y mettre aussi et de développer des vraies industries dans cette dépolymérisation. Donc, trouver aussi de nouvelles matières, parce qu'on dépolymérise, on fait ce qu'on peut, mais pas toutes les matières. Donc, il y a aussi un challenge sur d'autres matières et développer de notre catalyseur verts, biosourcés, tout ce qu'on veut, pour que tout ça, ça puisse être développé. Et toujours la gestion de l'énergie, des matières premières, des déchets. On a beaucoup de contraintes industrielles. Rien qu'à ce niveau-là, il y a encore beaucoup de choses à faire malgré tout et malgré tous les efforts de tout le monde. Je pense qu'il y a encore une marge de manœuvre. Alors, donc on peut apporter des compétences, on peut apporter du savoir-faire, mais il faut, à mon avis, créer un réseau académique et industriel pour appréhender les problèmes majeurs avec tous les acteurs de la chaîne. Ça, c'est important pour pouvoir relever ces défis et atteindre ces objectifs. Alors, comment faire? Alors, comment faire? Eh bien, tout d'abord, partager les problématiques et mobiliser les acteurs. Donc, je vous ai mis un exemple ici avec une entreprise qui s'appelle l'entreprise Peneng, qui est peut-être ici, avec qui travaille sur le tri optique, avec des analyses à plat sur 3 types de polymères. Ils ont actuellement 230 machines avec 5 tonnes par heure au niveau du débit. Ils sont leaders sur le marché, 75% à l'export, et ils travaillent avec les Carnot, 4 Carnot en même temps pour développer leur technologie. Ça, c'est bien, mais ce n'est pas assez. Donc on continue et on va travailler par exemple tous ensemble avec un webinaire et les Carnot qui sont concernés, cette entreprise, et ils vont nous déclarer leurs verrous technologiques. Il faut les identifier pour pouvoir coordonner des actions et centraliser toute cette énergie, que ce soit industrielle ou des chercheurs, pour résoudre ces verrous. Et ça, c'est important, ce temps d'échange, parce que sinon, ça ne va pas assez vite, en fait. Parce que les entreprises viennent nous voir quand elles ont des problèmes, on résout les problèmes, mais si on pouvait faire ça un peu plus grand, plus fort encore, plus vite, ça sera encore mieux. Alors, cette entreprise fait partie également, parmi d'autres, d'une fédération autour d'une problématique du tri, par exemple. J'ai pris le tri ici, qui s'appelle Holy Grail, qui est une fédération européenne. Peut-être que beaucoup d'entre vous y sont déjà associés. Et l'objectif, donc cette association, c'est 130 entreprises et organisateurs sur toute la chaîne du tri. Et donc l'objectif est d'améliorer le tri, donc d'identifier avec précision les emballages sur les lignes de tri via des caméras haute résolution pour obtenir un recyclage plus efficace, de meilleure qualité et de lancer un projet pilote. Ça, c'était formidable. Le plus formidable, c'est qu'ils ont développé des codes numériques imperceptibles de taille de timbre-poste qui couvrent la surface de l'emballage. Et dans ces codes, dans ce codage numérique, on peut associer toutes les données qu'on veut. Le type de fabricant, le type de polymère, son stockage, sa vie. On peut mettre ce qu'on veut. Donc c'est assez original, c'est assez génial. Et donc, grâce à cette fédération autour d'un problème commun, ils ont trouvé une solution commune pour toute la communauté. Et ça, c'est une force, c'est un exemple, je pense, qui pourrait être intéressant.
Un autre exemple aussi, qui n'est pas sur les plastiques directement, mais qui m'a paru également intéressant, c'est une alliance intersectorielle avec 52 partenaires académiques et industriels qui s'appelle Forever Green et qui a pour objectif d'améliorer la circularité des emballages à base de lin, de fibres, mais de fibres de lin des fois aussi. En tout cas, ces emballages constituent 38% des emballages. Donc l'objectif de cette association, c'est de recycler à 90% tous ces emballages en 2030. Et donc ils mettent en place des protocoles de façon à ce qu'ils soient communs à tout le monde, des stratégies pour aider à l'éco-conception, pour obtenir de nouveaux systèmes d'emballage en vue d'une utilisation mondiale. Donc là aussi, c'est une synergie dans une même direction, sur un même problème, pour essayer de le résoudre ensemble, parce que les problèmes sont communs, en fait, malgré tout. Alors, je voulais juste finir sur un petit peu d'argent, parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre, surtout, de toute façon. Juste pour vous rappeler que le plan de relance France et l'investissement d'avenir payé à 4, ils ont mis 0,6 milliards d'euros sur la table, sur la recyclabilité, le recyclage, avec 8 priorités sur les plastiques, textiles, métaux, cartons et composites pour améliorer la bioéconomie, la relocalisation des entreprises et évidemment l'indépendance stratégique. Donc il y a des sous et il y en a encore un peu plus même, puisque l'Europe a mis près de 2 milliards d'euros sur 2 ans dans le cluster 6 en tout cas, pour améliorer aussi cette bioéconomie et notre environnement via le recyclage. Donc voilà, j'espère que Coraline et moi-même nous avons convaincu que les Carnot pouvaient vous aider dans votre innovation. Il faut rappeler que c'est un label d'excellence. Seulement 18% des universités ont ce label et on gère 55% de la recherche industrielle en France. Nous sommes des professionnels, nous avons l'habitude de travailler avec les entreprises et j'espère qu'on va pouvoir travailler ensemble, en tout cas tous ensemble, pour améliorer donc l'avenir des plastiques dans l'économie circulaire. Et nous vous remercions de votre attention. Si vous avez des questions. Si vous avez besoin de nous contacter, c'est une adresse générique qui contactera les 14 Carnot, donc vous n'avez même pas besoin de faire le tri. Et il y a les rendez-vous Carnot qui commencent demain à Lyon, au Palais des Congrès, pendant 2 jours. Donc tous les Carnot de France sont présents, donc vous avez juste à y aller et on discute. On a été super clair. Bon, on va vous remercier, puis on va vous libérer. Merci et bonne fin de journée.